lieu des débats, insister, exiger, peut-être, ou menacer. J'ai toujours cru comprendre qu'il séparait la chose politique, les angoisses et les affres des décisions politiques, de la simple courtoisie humaine. C'est ainsi qu'il était. Et s'il fronçait les sourcils, qu'il avait étonnamment épais dans ses discussions ou dans ses exigences ou dans ses colères, il ne le faisait pas au dehors pour le simple plaisir de le faire. Madame Brejnev, ses fils, la proche famille. Son œuvre, comme toute œuvre humaine, comporte des aspects positifs et des aspects négatifs. Chacun de nous jugera selon sa conscience et sa conception du bien et du mal. Et puis un jour, on séparera là-haut le bon grain de l'ivraie. Pendant sa vie et singulièrement depuis sa mort, chacun, selon le bord auquel il appartient, l'accuse et jette l'anathème, ou bien porte au nu l'ensemble des actions de Léonid Brejnev. La tâche du commentateur n'est pas, aujourd'hui, l'exégèse d'une politique. Le bilan est adressé ailleurs, en d'autres circonstances, en fonction de ce qu'il aura pu faire avec l'aide de ses collaborateurs qui passent, en fonction de ce qu'il n'aura pas pu faire car il n'a pas su tout faire. Et ce sont des voix autorisées qui dresseront le bilan des 18 années de règne de cet homme qui passe. Mais j'appartiens à une forme de civilisation où l'on a le respect de la mort, même si cette notion souffre des exceptions quotidiennes. On m'a appris à ôter mon chapeau lorsque passe un mort. Mais ôter son chapeau ne signifie pas forcément donner un coup de chapeau. Pourquoi cet homme qui va dormir son dernier sommeil derrière le mausolée de Lénine, qui fut son maître et auquel il voulut, heureusement ou malheureusement, qu'importe, ressembler toute sa vie durant? Pourquoi a-t-il été à la tête de ce vaste empire qu'est l'Union soviétique pendant si longtemps? Comment était-il parvenu et s'était-il maintenu au fait de la puissance? Comment était-il devenu le très haut personnage qu'il était, le PDG de l'URSS? Par les méandres de la politique? Naturellement, c'était son but et son métier. Par une rare faculté d'adaptation aux circonstances? Bien sûr. En changeant de cap soudainement, lorsqu'il l'estimait utile ou prudent? Qui ne change de cap dans sa vie? Et ce dernier voyage, aux accents de la marche funèbre de Chopin, ne peut pas être un résumé d'une existence si pleine. Tout change. Nous reviendrons à cela. Voici les décorations de M. Brejnev. Il en avait une cinquantaine, 5 fois décoré de l'ordre de Lénine, la plus haute distinction de ce pays. Titulaire de 5 étoiles d'or, dont la dernière remise il y a moins d'1 an. De 2 fois l'ordre de la Révolution d'Octobre, de 2 ordres du drapeau rouge. Il était 2 fois héros de l'Union soviétique. Telles sont les plus hautes décorations de l'URSS. Hommage était ainsi rendu, comme on disait là-bas, à, je cite, l'éminent continuateur de l'œuvre de Lénine, à, je cite toujours, son activité inlassable dans la lutte pour la paix, l'édification communiste, ou plus simplement, je cite encore, aux services éminents rendus au Parti communiste et à l'État soviétique. C'était un dirigeant encore presque secondaire, l'homme qui passe, à 50 ans. Il devint le patron à 58 ans, puis il régna, puis vint la maladie. Tout est toujours changement. On ne peut pas conserver, comme dernière image de Léonid Ilyich Brejnev,
Cet homme empâté, marchant difficilement, souffrant visiblement, que l'on voyait depuis 5 ou 6 ans. On voyait et l'on ne pouvait pas tout souligner, tout dire, tout analyser. Il y avait les années d'avant. Mais la subtilité du jeu politique qu'il avait su mener, les décisions qu'il prit, qu'il laissa prendre, ou qu'il accepta d'avaliser, vous voyez comment les militaires, même ceux qui font partie du cortège, en sortent pour arranger ce qui dérange, c'est-à-dire peut-être il y a un instant une couronne qui était trop décalée par rapport aux précédentes. Les décisions qu'il prit, qui furent parfois draconiennes, je pense à la Hongrie, à la Tchécoslovaquie, à l'Afghanistan, à la Pologne. Son indéfectible fidélité au dogme de son parti, eh bien rien de cela, même additionné, n'expliquerait une carrière en tout point exceptionnelle, qu'on la tienne pour positive ou qu'on la juge néfaste. D'où venait alors le pouvoir de Léonid Ilitch? D'une part, de son rayonnement personnel. Dès son adolescence, il en imposait à ses condisciples et à ses amis. Un journal d'étudiants publiait avec sa photo de jeune homme, publié à l'époque où Brejnev était étudiant, il y a 60 ans. Un chant de louange sur sa disponibilité, sa camaraderie, son extrême puissance de travail. Naturellement, on peut mettre en doute toutes les biographies, mais à force de tout mettre en doute, on se retrouve devant le néant. Or, Brejnev, qu'on l'aimât ou qu'on le détestât, ce n'était pas le néant. Son coefficient personnel, donc, le fait qu'il savait se faire écouter et entendre, son air bonhomme dans la vie privée. Dans la vie privée, il n'avait pas ce visage sévère que l'on a choisi de représenter ici pendant tout le parcours du cortège funèbre. Il avait un air si bonhomme que certains le disaient bonasse. Mais où est la frontière? C'est beaucoup l'apparence. Il y avait en lui le don de la communication, indubitablement. Quand il était reçu dans une usine, dans une exploitation agricole, par des responsables locaux ou régionaux, et si l'on en juge par les images que nous avons passées et repassées sur nos écrans après sa mort, quelque chose émanait de cet homme, une sorte de aura personnelle à laquelle ses compatriotes furent très longtemps sensibles. La garde, le pas, qui n'est pas sans rappeler d'autres pas. Mais chaque armée a son pas. Les détachements des diverses armes et toujours le pas qui rythme ce voyage. La marine et toujours la faucille et le marteau, car c'est leur emblème. Brejnev compte parmi les raisons de sa réussite, je veux dire chez lui, dans l'appareil de son parti, dans les échelons de son État, compte un atout de premier ordre, c'est un ancien combattant. Colonel à 38 ans, général peu après, il fut de ceux qui défilèrent ici, enfin à quelques centaines de mètres maintenant d'ici, sur la place Rouge, lors de la parade de la victoire en 45. On a souligné depuis quelques jours qu'il n'était pas précisément un combattant de première ligne, mais surtout, comment dire, un délégué du pouvoir politique aux armées. Il l'a été effectivement, mais chaque armée organise, je présume, sa victoire d'après les principes qui lui sont propres. Le pouvoir central a parfois ses envoyés spéciaux permanents auprès de telle ou telle grande unité combattante. Je vous rappelle le mot de Clémenceau, le mot très dur, le mot féroce. La guerre est une chose trop importante pour en laisser la conduite aux seuls militaires. Toujours est-il que l'imagerie populaire soviétique n'a pas fait de distinguo entre le combattant de la tranchée et lui. L'action militaire de Brejnev a été là-bas constamment mise en valeur, avec des exemples précis d'engagement personnel en première ligne, notamment dans les combats rapprochés de Novorossiysk, où il aurait eu un rôle prépondérant, semble-t-il bien, d'où une série de décorations à titre militaire,
Vous en avez vu épinglés sur les coussins. On nous a montré bien souvent, non pas Brejnev suivi par la foule sur ce pas lent et d'ailleurs pas cadencé. Ce pas n'est pas cadencé. Chacun, vous le voyez, marche à son rythme. On nous a montré souvent Brejnev acclamé par ses anciens camarades du front. Tous les ans, il participait ici ou ailleurs aux fêtes de son régiment ou de sa division et il y était chaque fois accueilli avec une amitié démonstrative et chaleureuse. C'est important dans l'imagerie populaire, surtout là-bas, d'avoir été un ancien combattant. Jusqu'à ces dernières années, en Occident, nous n'avions pas le sentiment de la présence de la guerre, de son ombre qui rôde, de son effroyable possibilité. Avec ce caractère optimiste qui nous caractérise, et fort heureusement nous sommes ainsi, le français a plutôt tendance à dire, avait tendance à dire, on verra bien quand les obus tomberont. En URSS, ce n'est pas ainsi qu'on réfléchit. Pas un jour, pas une heure. Vous ne pouvez parler avec un citoyen soviétique qu'il ne vous conte les horreurs de la dernière guerre, qui fut pour eux, non pas 39-45, mais 41-45. 20 millions de morts, 12%, 13% de la population. Nous étions 40 millions en France, 13% de morts. Cela aurait fait 5 200 000 Français disparus. Je ne sais pas si pour l'Union soviétique le cap des tempêtes est dépassé. Je ne sais pas si elle est en vue de la terre promise. Je ne sais pas si le vaisseau soviétique touche au port. Mais la guerre est constamment présente. Là-bas, on vous parle de la tante Olga qui, en se repliant vers l'Est au moment des premières attaques de l'armée hitlérienne, a été mitraillée le long des routes et que ses 8 enfants sont morts. On vous parle constamment de l'oncle Oleg qui a perdu les 2 bras et les 2 jambes. À la guerre, 1000 fois, des millions de fois, des centaines de millions de fois répété. Ce mot paraît une hantise. Alors le mot paix, là-bas, a pris un sens magique. Et cet homme qui passe, quand il disait le mot paix, il y croyait. Beaucoup de gens l'ont dit. Depuis qu'il est mort, beaucoup de gens ont souligné qu'il croyait au mot paix. Et je l'ai trop souvent entendu m'en parler pour ne pas croire qu'il y croyait. Sa conception de la paix était très différente de la nôtre. Sa manière de travailler pour la paix a été à maintes reprises en contradiction flagrante avec ses promesses. Mais je préfère le mot paix, même tremblotant dans une voix, même représentant une conception que je ne puis pas approuver. Je préfère le mot paix aux menaces de la guerre, auxquelles malheureusement les 2 superpuissances en sont venues depuis quelques années. Le cortège a passé la place du 25 octobre, ayant passé la place du cinquantenaire de la Révolution d'octobre, laisse à sa gauche, c'est-à-dire pour nous, sur la droite de l'écran, le musée historique, et il s'est engagé dans le crédillon qui monte vers le pavé de la place rouge. L'URSS, juste avant Brejnev, sortait d'un demi-siècle de difficultés et de convulsions. Il y avait eu l'époque de Staline, ses purges sanglantes, l'armée décimée. Puis se greffait là-dessus le sinistre Beria, qui fusillait les gens à mitrailleuse, que veux-tu. Puis vinrent les révélations de Etienne Prouvé sur les actions du stalinisme intégral et qui déboussolèrent le pays. Tout cela fut suivi par l'époque Khrouchtchev. L'Occident a été sensible à la fenêtre que M. Khrouchtchev ouvrit chez lui sur le monde occidental, à la formule qu'il prononçait coexistence pacifique. Cela semblait presque magique. Après tant d'années d'une très vive tension, ce que nous ignorions de bonne foi, c'est que chez lui, en URSS, on ne l'aimait pas. Les soviétiques ensemble estimaient que pour faire à l'extérieur les relations publiques de l'URSS,
Monsieur K avait un style trop batelaire. Ce pays sérieux, aux difficultés hier, même pas Brejnev n'a su pour le moment résoudre. Ce pays ne se reconnaissait pas Khrouchtchev, mais il s'est reconnu en Brejnev dans la photo. Un se repasse sous nos yeux. L'URSS, après la cruauté de Staline, après la rotondité tourbillonnante, et M. Khrouchtchev cherchait un homme moins cruel et un autre moins extraverti pour prendre en main ses destinées. En un mot, Brejnev fait une réaction dans le sens physique, au moins autant que politique, du précédent. L'URSS se reconnut en Brejnev, se dirigeant à la stature imposante, au calme apparemment sans défaut, en cet homme costaud. Vous savez bien que la sagesse populaire utilise l'expression « un bon gros » et jamais un méchant gros, un bon gros et jamais un bon maigre. Brejnev venait à son air. Il prit d'autant plus facilement dans nombre de domaines et peu à peu le contre-pied de son prédécesseur, car ayant longtemps travaillé sous lui, pour lui, il savait les fautes à ne pas commettre, et c'est pourquoi les premières années de sa vie impressionnèrent si fortement l'URSS et l'étranger. Les voici donc maintenant qui sont arrivés place Rouge, face au mausolée. La place Rouge, qui est un peu le centre profane du pays, comme le Kremlin en est le centre inspiré. La place Rouge est une très belle place. Elle s'étend au pied de la muraille orientale du Kremlin. Elle occupe cette taille. Elle est longue de 700 mètres. Sa largeur maximale est de 180 mètres, je crois. Son nom lui vient des siècles jadis, mais le mot n'a pas le même sens qu'en français. Et Jacques Lacarrière disait il n'y a pas si longtemps que le mot rouge ne doit pas se comprendre de la manière dont il est compris. Le mot rouge a une sorte d'association au sang. En russe, il n'a pas cet arrière-goût de crime, mais un goût, une touche de beauté, de grandeur. Il suggère la majesté et le plaisir des yeux. Et s'il fallait lui trouver un équivalent, on devrait dire la place d'or, plus encore que la place rouge. En elle-même, la place rouge sur laquelle nous voilà, sur laquelle Léonid Ilitch vous voilà, la place rouge semble une scène au moment de l'entracte, pendant la pause, avant le début de quelques représentations. Un lieu qui appelle irrésistiblement la foule et les parades. Le cortège, vous le voyez, se sépare maintenant en plusieurs morceaux. Chacun va prendre sa place pour la parade, pour l'éloge funèbre qui sera, dit-on, prononcé par M. Yuri Andropov, le nouveau secrétaire général de l'URSS. Puis, M. Brejnev va être enseveli derrière le mausolée de Labrador et de marbre, qui est de ce côté-ci de l'écran. Il faudra que dans un instant, les caméras changent d'angle pour que vous le voyiez. Les choses ne sont pas si simples, et en URSS moins qu'ailleurs. L'élection si rapide de M. Andropov au poste, à l'un des postes, au poste dans le parti qu'occupait le défunt, ne résout pas tous les problèmes, ni par conséquent ceux du monde. Car que nous le voulions ou non, nous ne pouvons pas nier, heureusement ou malheureusement, le fait que l'Union soviétique
est la puissance militaire la plus forte du monde, d'après les estimations faites hier ou avant-hier samedi par l'OTAN. L'URSS souffre d'un manque certain dans le domaine agroalimentaire. Il lui faut chaque année des dizaines de milliers de tonnes de grains. L'URSS connaît plusieurs formes de dissidence, elle ne les admet pas. Elle essaye de les réduire par des moyens que les libéraux que nous sommes ne peuvent pas approuver. L'URSS est engagée dans une action armée en Afghanistan et des troupes de l'URSS et des démocraties populaires pèsent sur la Pologne catholique et fière. L'URSS à l'égard de la Chine vient d'infléchir sa politique, et c'est Brejnev d'ailleurs qui a été l'instigateur de cet infléchissement. Et ces troupes que vous voyez, moins nombreuses d'ailleurs que ce que j'aurais cru, peut-être est-ce symbolique, peut-être est-ce une affirmation, eh bien ces troupes sont des éléments où sont le produit des dépenses militaires formidables, si formidables qu'elles déséquilibrent le budget de l'État au détriment d'autres préoccupations. Bref, l'URSS traverse un moment difficile. Certains s'en réjouiront, d'autres peuvent au contraire se dire qu'il ne faudrait pas que ces difficultés aillent trop loin, car peut-on jamais connaître ou prévoir les réactions d'une personne physique ou d'une nation lorsqu'elle se croit à la veille de l'irréparable. Et c'est pourquoi le monde, depuis le décès de Léonid Ilitch Brejnev, est saisi d'une sorte d'espoir. Le nouvel homme en viendra-t-il à reprendre le dialogue que Léonid Ilitch Brejnev avait noué dans les premiers temps de sa toute-puissance, en prononçant le mot détente, auquel il croyait, même si sa définition de la détente n'était pas la nôtre? Le monde reviendra-t-il à ce dialogue? La tension baissera-t-elle? Ou bien ce sera la continuation de la course aux armements avec les conséquences épouvantables qu'elle peut avoir? Il n'y a pas celui qui passe seulement sur votre écran, sur son affût de canon, rouge, veiné de noir, en signe de deuil. Il n'y a pas que cet homme qui passe. Il y a celui ou ceux qui lui succèdent. Celui ou ceux qui tiennent maintenant en main les destinées de ce formidable État et dont Brejnev fut le camarade, parfois l'inspirateur, très souvent le patron, mais qui peuvent, eux, penser différemment. Ces hommes du Politburo, par exemple, qui marchent là-bas derrière, que vous avez vus, dont vous avez reconnu certains, qui marchent derrière la famille, derrière l'épouse Victoria, que Brejnev connaissait depuis le temps de leurs études universitaires, ou secondaires peut-être, mais qu'importe, avec ses enfants et ses petits-enfants. Et Brejnev, l'homme privé, se voulait très famille. Il n'habitait pas une datcha spacieuse sur les monts Lénine. Il préférait, nous dit-on, un appartement de 3 pièces dans le centre de la ville. Le mausolée de Lénine le mausolée qui fut d'abord en bois et qui fut construit ensuite en granit rouge et en labrador noir. Dans ce mausolée se trouve un sarcophage de cristal dans lequel repose la dépouille de Lénine, fondateur du Parti communiste et de l'État soviétique. Lénine qui s'éteignit en 1924, mais il y eut des milliers de télégrammes pour demander qu'on ne le mit pas en terre et qu'on le conservât pour l'éternité. Le mausolée qui a son histoire. Le mausolée devant lequel, je suppose, va être prononcé maintenant l'éloge funèbre du disparu.
Il y aura effectivement très certainement un discours de M. Yuri Andropov qui a reçu, après la mort de Brejnev, 24 heures après la mort de Léonid Brejnev, le poste de secrétaire général du parti et qui préside en outre la commission qui a été chargée d'organiser ces funérailles nationales. Donc, discours certain de M. Yuri Andropov. D'autre part, étant donné que Léonid Brejnev était aussi maréchal de l'URSS et qu'il était aussi président du comité de défense, c'est-à-dire qu'il était le chef suprême des forces armées soviétiques, je ne serais pas surpris, encore qu'on ne nous l'ait pas précisé, je ne serais pas surpris qu'il y ait également un discours du maréchal Ustinov, qui est le ministre de la Défense de l'URSS. Enfin, il est de coutume de faire ouvrir la série de discours par une brève allocution de ce qu'on appelle ici un ouvrier de choc, c'est-à-dire un travailleur particulièrement méritant qui a reçu des distinctions particulièrement grandes en raison de ses services. Nous allons savoir dans un instant quel est l'ordre des discours. Voici les dirigeants qui montent à la tribune de ce mausolée. Un mausolée qui, comme vous le disait Léon Zitrone, est à 2 étages. En bas, derrière la grande porte que vous voyez ici au centre, il y a une crypte où les visiteurs, 3 fois par semaine, viennent se recueillir devant la dépouille embaumée de Lénine en une sorte de pèlerinage populaire. En haut, cette tribune où, en cet instant précis, les membres du Politburo et du secrétariat de l'URSS sont en train de prendre place pour rendre hommage à Léonid Brejnev. Nous avons cité M. Andropov à plusieurs reprises. Au Politburo avec lui, M. Gorbatchev, responsable de l'agriculture, M. Romanov, qui est le patron politique de la région de Leningrad, M. Shcherbitsky. Ils sont tous les 3 plus jeunes que M. Andropov, qui a 68 ans. M. Grishin a le même âge qu'Andropov. Le doyen, c'est Pelché, 83 ans. Puis vient le Premier ministre Tikhonov, 77. Kirilenko, qui n'est pas là, 76 ans. Le maréchal Ustinov, 74. Gromyko, le ministre des Affaires étrangères depuis si longtemps, 73 ans. Tchernenko, 71. Et M. Kounaïev. Camarades, je vous laisse entendre la traduction par nos interprètes spécialisés. Perte que subit notre parti et notre peuple, et toute l'humanité est prise de progrès. En effet, aujourd'hui, nous accompagnons sur son dernier chemin Léonid Ilitch Brejnev, fils glorieux de notre patrie, marxiste convaincu, léniniste convaincu, dirigeant éminent du Parti communiste et de l'État soviétique, grand acteur du mouvement communiste international et du mouvement des ouvriers, lutteur infatigable pour la paix, l'amitié des peuples. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes profondes condoléances à la famille et aux proches de Léonid Ilitch. Léonid Ilitch appartenait à la pléiade des citoyens soviétiques qui ont grandi et se sont fortifiés au moment de la lutte du peuple soviétique pour renforcer les grandes réalisations d'octobre, pour mettre en œuvre le testament de Lénine, pour édifier le socialisme dans notre pays, pour son indépendance et sa liberté. Les travailleurs, guerriers, sages dirigeants, Léonid Ilitch Brejnev a été lié au peuple par des liens de sang.
toute sa vie et toute son action ont été soumis au service des hommes de labeur, des ouvriers. Tout son talent brillant, toute son immense énergie a été utilisée pour l'œuvre du socialisme, pour le renforcement de la justice sociale, de la fraternité des hommes de labeur. Léonid Ilitch Brejnev a été actif aux postes les plus élevés du parti de l'État soviétique et c'est une période extrêmement importante de l'histoire de notre pays et de notre parti. En effet, c'est sous sa direction qu'a été élaborée et mise en œuvre de façon constante la politique du parti, politique pénétrée de son intérêt pour l'homme de travail, pour l'élévation du niveau de vie, et que se sont renforcés les principes de l'État soviétique dans une atmosphère favorable d'amitié et de travail commun. Dans la mémoire des peuples, Léonid Ilitch Brejnev restera toujours un homme éminent, un lutteur pour la paix durable et la coexistence pacifique entre les peuples. C'est avec constance et avec passion, avec toute la passion de son âme, qu'il s'est combattu pour la détente internationale et pour que l'humanité soit libérée d'une menace nucléaire et pour que se renforce la coopération socialiste et l'unité du mouvement communiste. Camarades, en cette heure amère et disant adieu à Léonid Ilitch Brejnev, tout notre parti, son comité central, déclare leur décision de continuer de façon constante et de mettre en œuvre la politique stratégique, aussi bien en matière intérieure qu'extérieure, politique qui a été élaborée sous l'influence favorable de Léonid Ilitch Brejnev. En effet, c'est en nous renforçant autour du comité central léniniste de sa direction collective que les citoyens soviétiques déclarent qu'ils sont prêts à appuyer la politique de leur parti et font une confiance infinie en ce parti. Le parti à l'avenir prendra toutes les mesures nécessaires pour élever le niveau de vie du peuple, pour développer les bases démocratiques de la société soviétique, pour renforcer la puissance économique et la possibilité de défense de l'URSS, pour renforcer tous les peuples, toute l'amitié qui entoure cette URSS. En effet, le comité central du Parti communiste de l'URSS continuera de façon ferme à mettre en œuvre les directives du 26e congrès du Parti communiste, et ceci conformément à la volonté du peuple soviétique. Nous ferons tout ce qui est possible pour renforcer la coopération des États socialistes et pour renforcer les rangs socialistes pour lutter dans des buts communs et pour les idéaux communistes. Nous continuerons à maintenir, à développer notre solidarité et notre coopération avec les peuples qui viennent de se libérer du joug colonial. Nous continuerons à appuyer la lutte des peuples pour leur indépendance politique et sociale. Et nous continuerons à appuyer la lutte pour la paix, pour la détente internationale. La situation internationale est complexe au moment où les forces de l'impérialisme essaient de mettre les peuples sur les voies de la lutte et de la confrontation militaire. Le parti et l'État continueront de façon ferme à défendre les intérêts vitaux de notre pays, à renforcer
la vigilance de notre peuple et nous sommes prêts à mettre un arrêt à toutes les tentatives d'agression. Nous continuerons à renforcer nos efforts pour renforcer la sécurité des peuples, pour collaborer avec toutes les forces épris de paix sur la planète et nous sommes toujours prêts à collaborer de façon honnête et dans des conditions mutuellement avantageuses et nous sommes prêts à collaborer avec tous les États qui le désirent. En effet, dans ces jours de tristesse, et c'est avec un sentiment particulier que nous sentons la solidarité de notre parti, que nous sommes solidaires avec le peuple soviétique, les travailleurs des autres pays socialistes, des pays frères, et avec tous ceux qui luttent pour le progrès social. Et nous leur sommes reconnaissants pour cela. Nous sommes aussi reconnaissants au gouvernement des peuples et des nombreux pays de toute la planète qui ont rendu hommage ces derniers jours à la mémoire de Léonid Ilitch Brejnev. Camarades, le Parti communiste de l'Union soviétique déclare de façon ferme que nous sommes toujours au service de la classe des travailleurs, que nous sommes au service de l'œuvre de paix et de communisme auquel a consacré toute sa vie Léonid Ilitch Brejnev, et cela sera le but ultime de nos efforts et de toutes nos activités. Nous te disons adieu, Léonid Ilitch Brejnev. Ta mémoire sera toujours présente dans nos cœurs. Ton œuvre sera prolongée dans les mesures qui seront prises par notre parti et notre peuple. La réunion funèbre consacrée à la mémoire de Léonid Ilitch Brejnev est ouverte. Je donne maintenant la parole aux membres du Politburo du Comité central de l'URSS, au ministre de la Défense de l'URSS, le maréchal Ustinov, Dmitri Fyodorovitch Ustinov. Chers camarades, nous sommes tous frappés et nous vivons des heures douloureuses et notre malheur est grand. Notre camarade, notre ami des combats, le secrétaire général de notre parti, le président du Soviet suprême de l'Union soviétique et le président du comité de défense et le maréchal de l'Union soviétique, Léonid Brejnev, nous a quittés. Toute cette grande existence, cette vie remplie de hauts faits a été dévouée au peuple, au parti communiste et au gouvernement soviétique. Elle demeurera pour toujours et pour tous les hommes soviétiques l'exemple de la façon dont doit vivre et travailler un communiste dévoué, un vrai patriote et un internationaliste véritable. La mémoire reconnaissante de l'humanité retiendra l'exemple de Léonid Brejnev qui a travaillé pour la détente et qui a été le lutteur infatigable et ferme pour la paix. Depuis le début jusqu'à la fin de la Grande Guerre patriotique, Léonid Brejnev a été au front dans les combats les plus difficiles. Il a été un exemple personnel et il a mené notre pays à la victoire. Il a pris une part directe dans la mise au point des plans de nombreuses opérations militaires. Il fut un grand organisateur et il a été un grand travailleur politique aux armées. Il a contribué très grandement à l'économie du pays après la victoire. Et son nom
sera liée au développement du socialisme dans notre pays, aux très grandes réalisations économiques et scientifiques de notre patrie. Il a consacré beaucoup d'efforts et d'énergie à tous les travaux qui avaient trait aux expériences cosmiques. Il a également beaucoup travaillé aux possibilités de défense de notre pays, à la sécurité de l'ensemble du monde socialiste. Il s'est préoccupé sans relâche de nos forces de défense. Et son action a été particulièrement féconde lorsqu'il s'est occupé de la création d'une armée et d'une flotte moderne, de la mise au point et de sa préparation étant donné les critères les plus modernes. Il s'est longuement préoccupé par toute sa vie, par tous ses travaux, de ces problèmes. Il comprenait très bien les préoccupations de l'homme au travail. Il connaissait aussi la vie du soldat. Il savait ce qu'est la vie quotidienne du soldat. Il s'est préoccupé de l'armée et de la flotte et les soldats l'aimaient pour cela. Camarades, dans les jours que nous vivons, les forces armées, tout comme le peuple soviétique lui-même, sont liées étroitement autour du Parti communiste et du comité central léniniste. Nous serons toujours fidèles aux idées de la révolution d'octobre. Nous serons toujours fidèles aux buts et aux idéaux de la construction communiste. Les forces armées soviétiques qui ont été créées par le Parti communiste sont et seront un facteur puissant de la paix et de la sécurité des peuples. Elles sont prêtes à défendre à tout moment nos frontières et le désir de paix du peuple soviétique et à réaliser son devoir patriotique et international. Dans cette heure douloureuse et devant le tombeau du maréchal de l'Union soviétique, Léonid Brejnev, les forces armées inclinent leur drapeau. Nous disons adieu à notre ami et à notre camarade. Ta mémoire restera vivante dans nos cœurs et dans les travaux du Parti communiste et les réalisations du peuple soviétique. Je donne la parole au président de l'Académie des sciences de l'URSS, Anatoly Petrovitch Alexandrov. Chers camarades, avec le peuple tout entier, les savants soviétiques sont bouleversés par la fin de la vie de Léonid Brejnev, qui a été un grand chercheur politique de notre pays et un lutteur pour la paix et le bonheur du peuple. Comme le grand Lénine lui-même, Léonid Ilitch considérait que l'organisation de la société soviétique et le développement du socialisme ne sont possibles que si l'on tient compte et que l'on utilise la science moderne et que l'on connaît les applications de l'économie dans le développement de la vie quotidienne et de la politique. Il tenait compte des recherches qui ont cours, il encourageait les nouvelles tendances de la science et de la connaissance et il a beaucoup consacré d'efforts à l'étude des bases économiques de la société soviétique, la solution des problèmes de la production et de la distribution pour le développement de notre pays. Le comité central, sous sa direction, a obtenu de grands résultats aussi bien économiques que dans le domaine de la défense. Et tout cet effort était
tendue vers la grande tâche du monde actuel, c'est-à-dire la détente et la recherche de la paix. Lutteurs pour la paix et la détente, tous dans le monde connaissent ces efforts. Et nous savons que pendant la guerre et jusqu'au jour de la victoire, il a été au front, il a connu les malheurs que la guerre entraîne et il a compris par sa propre expérience que la grande tâche du monde tout entier, c'est d'obtenir et de défendre la paix dans le monde. Cette énergie, ces principes communistes, Léonid Brejnev les a appliqués à la lutte pour la défense de la paix. Il s'est préoccupé constamment du bien-être de notre peuple par la rédaction d'une nouvelle constitution. Il a pu agir de manière très positive sur le développement de la démocratie socialiste. Fidèle continuateur de la grande œuvre de Lénine, il a contribué grandement à la théorie marxiste-léniniste. Et pour toutes ces réalisations, l'Académie des sciences lui a donné ses plus hautes récompenses, la médaille d'or Karl Marx. Toute sa vie consciente a eu lieu après octobre. L'école de la vie pour lui a été dure et seuls ses talents remarquables, sa confiance dans le peuple lui ont permis de faire ce chemin remarquable et de se consacrer entièrement au bien du peuple. Camarades, je dis adieu avec douleur à Léonid Brejnev. Les savants soviétiques, avec moi-même, voient dans son exemple la nécessité de nous réunir encore plus étroitement autour du comité central et du parti et d'agir sur tous les fronts de la science et de la technique pour réaliser les progrès que Léonid Ilitch nous encourageait à réaliser. Je donne la parole au polisseur de l'usine d'ordinateurs de Moscou, camarade Viktor Viktorovitch Pushkaryov. Camarades, c'est avec une tristesse profonde que nous parlons aujourd'hui. Nous parlons au nom des ouvriers soviétiques, des citoyens de Moscou qui accompagnent sur sa dernière voie est plaqué par Messi, je crois que